Eh bien bonjour à toutes, chers amis et chers abonnés, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et nous allons parler, comme vous avez pu le voir en miniature, d'un nouveau film, cette fois-ci de science-fiction, sorti en France le 28 juillet 2004 et qui s'appelle iRobot. iRobot qui est réalisé par Alex Proyas, à qui l'on doit aussi d'autres petites merveilles, un petit peu, j'ai envie de dire, visionnaires, ou traite de sujets souvent très philosophiques, comme The Crow, Dark City, Predictions, Gods of the Egypt aussi. Mais, et là, entre autres, il s'agit d'une adaptation de l'œuvre originale d'un grand écrivain de science-fiction, Isaac Asimov, peut-être le plus grand, et qui a écrit sa recueil de nouvelles en 1950 qui s'appelle Les robots. C'est lui d'ailleurs qui a lancé ces fameuses lois de la robotique, les 3 lois de la robotique. Un robot ne doit pas faire de mal à l'humain, etc. Il ne doit pas se... Enfin bon, pas jamais entre eux. Vous allez voir qu'elles ont un sens dans ce film, puisque c'est l'adaptation de ce film, et en même temps, c'est un film assez visionnaire d'une certaine manière. Au casting, nous retrouvons Will Smith, Bridget Moynahan, Alan Tudyk qui prête sa voix au robot Sony, Bruce Greenwood, Shia LaBeouf à l'époque où il était encore tout jeune, James Cromwell et Chi McBride. De quoi parle ce film? Eh bien, nous sommes en 2035. C'était déjà loin en 2004, c'était encore plus loin en 1950 dans la nouvelle d'Asimov. Aujourd'hui, ça nous rapproche un petit peu, on en est plus loin maintenant. Et il raconte un peu ce futur où les robots sont pleinement intégrés à la vie quotidienne. Tout le monde leur fait confiance, tout le monde, voilà, pour sortir le chien, pour faire le ménage, pour faire la cuisine, tout le monde a un robot dans son foyer, tout le monde, oui, mais sauf une personne, Dell Spooner, interprété ici par Will Smith, détective de la brigade criminelle à Chicago, ça se passe à Chicago, et qui est un petit peu paranoïaque comme ça, car il n'a aucune confiance aux robots, et justement, dans une enquête, il doit enquêter sur un meurtre, et lui, il croit que, enfin, sur un suicide apparent, que lui croit que c'est un meurtre commis par un robot. Tout le monde va le traiter de fou un petit peu, mais il va s'apercevoir qu'il n'avait pas tout à fait raison. Mais en plus, derrière, il y a toutes des racines comme ça, des pistes qui vont l'amener à un gigantesque complot qui menace l'avenir de l'humanité. C'est un film que j'apprécie beaucoup. Peut-être parce que le réalisateur, Alex Proyas, que j'avais déjà traité, un de ses films de lui ici sur ma chaîne, et qui s'appelle Dark City, et auquel je pense que les Wachowski ont tout emprunté pour faire leur Matrix. Mais bon, j'en avais déjà parlé à l'époque, on va pas revenir dessus, ne m'empêcherait pas de penser ça. Mais là, on a encore quelque chose qui va plus loin. Déjà, il met en scène cette nouvelle d'Isaac Asimov qui est assez connue. Mais en plus, je trouve que réalisé en 2004, il fait figure de film visionnaire dans une époque aujourd'hui qui est la nôtre et qui de plus en plus travaille sur l'intelligence artificielle. On le voit avec cette histoire de ChatGPT, mais aussi tous les jours, voilà, voilà, c'est l'intelligence artificielle qui commence un petit peu à rentrer dans nos vies et dont certains disent que dans quelques années, il pourrait même remplacer l'être humain. On en est dans ce film à ces questionnements-là et quelque part, il nous met en garde. Je trouve que ce film nous met en garde justement par les fameuses 3 lois de la robotique qui sont normalement des lois logiques qui permettent de protéger l'être humain des robots, de garder des rapports avec le robot, mais qui en fait sont une menace voilà, si quelque chose bug dans les robots, et que si les robots agissent par
mus par voilà, en respectant les 3 lois, eh bien cette logique peut se retourner contre l'humain et faire que les robots, que la machine domine l'homme ou écarte l'humain au nom de sa apparente protection, mais en fait le reléguer un petit peu, voilà, l'en faire à quelqu'un de mineur. Et c'est ce que nous dit ce film. Pourquoi ? Parce qu'on va découvrir que en réalité il y avait un grand, voilà, avec une espèce de nouveaux robots, parce qu'on est dans une entreprise qui a l'habitude de créer des robots, hein, je vous dis, qui sont intégrés à l'espèce humaine. Et on va trouver que son directeur, ou ses directeurs, ses concepteurs, ont trouvé qu'il y avait un bug dans la nouvelle catégorie du robot. Un bug, ce qu'on appelle Ghost in the Shell, un fantôme dans la machine, qui montre que ces robots se mettent à rêver, se mettent à penser, et mus comme ça par une espèce d'intelligence artificielle, une espèce de super ordinateur qui chapeaute tout ça. Il montre qu'il y a un risque d'un complot, et il va comme ça distiller des petits indices pour éviter d'être découvert, et afin qu'un détective qui lui-même est quelqu'un qui ne croit pas justement au robot, qui est le seul humain possible, qui résiste un petit peu à cet attrait pour la robotique, eh bien se mettre sur cette piste et aille jusqu'à déjouer ce complot. Et ça, on en est en plein dedans, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, combien de gens vont vous dire « Ah oui, mais c'est bien l'intelligence artificielle, etc. » Oui, c'est très bien, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des aspects qui peuvent être négatifs. Et même ce que nous faisons, même si nous pensons à notre propre bien, eh bien, la logique de l'ordinateur, qui n'est pas la logique de l'être humain, peut se retourner contre nous, nos logiques. Mais lui, la machine, et on le voit dans ce film, elle lance une sorte, on va dire, de révolution des robots, mais dans le respect des 3 lois de la robotique, qui sont, je crois, qu'un robot ne peut atteindre l'être humain, qu'il doit protéger l'être humain en toutes circonstances, et que même le robot, voilà, à condition de ne pas nuire aux 2 autres lois, doit savoir se protéger lui-même, et en respectant ces 3 lois, il va trouver l'intelligence que la logique, l'illogisme, parfois le côté enfantin des êtres humains, réfléchissant, voilà, comme des enfants, fait qu'ils sont un danger pour eux-mêmes et un danger pour le robot. Et à partir de ce moment-là, l'intelligence artificielle va même imposer aux humains, au nom d'une protection, eh bien, de remplacer l'humain ou de le reléguer un petit peu, d'en faire un mineur, quoi. Et cela, toute cette question qui vous est lancée comme le libre arbitre, la logique toujours droite, etc. L'ennemi est la logique dans ce film. La logique froide, imparable, comme l'est cette époque, comme d'ailleurs le sont ces décors, qui sont d'ailleurs très bien faits. Mais on voit une ville qui est totalement lisse, un petit peu froide. On vit des robots comme ça qui vivent avec les humains, où il n'y a plus pratiquement d'interaction, où on passe comme ça un peu en anonyme. Eh bien, c'est ce monde dans lequel on vit qui peut devenir très dangereux pour l'humanité si on n'y fait pas gaffe, parce que la machine, elle, obéit à une certaine logique qui n'est pas le libre arbitre de l'homme. Tout ce décalage justement entre notre pensée, notre libre arbitre, le fait qu'on peut décider nous-mêmes, et la machine qui ne décide pas, mais elle décide en fonction de ce qui est logique, de ce qui n'est pas logique. La machine a une pensée binaire, chose que n'a pas l'être humain, qui pense un petit peu parfois en mal, mais c'est sa pensée, de savoir où se trouve, de pouvoir juger les choses. Et c'est pour ça, et je rappelle quand même que l'œuvre originale d'Isaac Asimov avait été écrite en 1950, donc vous voyez, c'était encore bien plus loin. Et là, en 2004, de refaire cela, ça pouvait peut-être passer pour un film de science-fiction petit peu lambda, mais je veux dire, à revoir aujourd'hui,
eh bien ça fait réfléchir parce qu'on y prend le chemin de cette IA conquérante telle qu'elle nous est présentée dans ce film, et ça fait un petit peu, ça fait froid dans le dos quelque part. Attention, je ne suis pas en train de remettre en cause l'intelligence artificielle, je pense que l'intelligence artificielle peut rendre de grands progrès à l'humanité, et d'ailleurs on le voit dans le film, hein, puisque on va apprendre progressivement qu'il a eu un accident de voiture et qui s'est fait quasiment amputer, remplacer son bras et quasiment tout son côté gauche. C'était ce qu'on appelle aussi l'homme augmenté. Donc il doit aussi le merci à cette robotique, cette technologie de pointe, mais en même temps, dans l'accident, on va apprendre que une fille, voilà, il a été sauvé par un robot alors qu'il n'aurait pas dû l'être. Elle aurait dû, voilà, une histoire de fille qui tombe dans l'eau. Le robot arrive pour protéger et lui, dans sa logique, il va sauver celui qui a plus de pourcentage de chances d'être sauvé. Voilà. Alors que un humain aurait choisi, elle, la gamine. Et c'est pour ça qu'il va garder un ressentiment sur les robots. Et c'est là, il montre aussi toutes les limites de la machine. Toutes les limites de la machine qui réfléchit peut-être en pourcentage et non pas avec le cœur. Et c'est peut-être là le défaut de ce que peut être l'IA demain. Les décisions, si elles sont faites par une IA, seront faites en fonction de la logique, pas en fonction du bon sens ou de quelque chose d'humain. Et c'est peut-être en cela aussi que le film d'Alex Proyas veut nous avertir de faire attention à ce que l'on va donner, de ce qu'on va dire à l'humanité, quoi. Très bien fait d'ailleurs au point de vue de la mise en scène, très bien propre. Bon, des CGI, des fonds verts, mais qui sont impeccables. Les robots qui sont faits d'ailleurs réalisés par un Français, Patrick Tatopoulos, qui a déjà travaillé sur les décors entre autres de Dark City, aussi sur Godzilla, etc. Le jeu des acteurs qui jouent très bien. On a comme ça un duo qui fonctionne très bien entre Will Smith et Bridget Moynahan. La performance de l'acteur, comme je ne sais plus son nom d'ailleurs, Alan Tudyk, qui prête sa voix au robot Sony, tout ça, hein, on le voit d'ailleurs dans le making-of, ils ont mis des espèces de capteurs, c'est très bien fait. C'est vraiment bien réalisé, bien maîtrisé dans sa mise en scène, avec des plans sur la ville. On y croit, on est vraiment en immersion totale, un peu comme un documentaire. Et c'est peut-être ça qui frappe, c'est que ce futur n'est pas quelque chose où on va avoir des voitures volantes ou des choses vraiment surréalistes. Non, on est vraiment dans quelque chose, peut-être que dans quelques années, on aura ce genre de véhicules, par exemple. Hein, on a des voitures qui fonctionnent un petit peu en automatique. On y arrive aussi, d'ailleurs, qui n'utilisent plus l'essence. Hein, ça aussi, c'est visionnaire. Bref, on a beaucoup d'éléments comme ça qui approchent d'un futur qui risque d'être le nôtre dans... allez, maintenant, on est en 2023. Allez, on va dire dans moins de 10 ans, on aura peut-être cet environnement. Et c'est ça qui est assez frappant, c'est que ce film est assez visionnaire dans tous les points de vue. Je sais qu'à l'époque, d'ailleurs, je crois qu'il avait mal été un petit peu accueilli par le public, parce que déjà que c'est un film de science-fiction. J'ai envie de vous dire, revoyez ce film aujourd'hui et vous allez voir à quel point les thèmes qu'il développe sont extrêmement assez percutants. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur un film que je vous invite à redécouvrir, mais vraiment pour ce côté visionnaire, et puis aussi sa beauté, c'est un vrai chef-d'œuvre de réalisation. Le film est disponible, alors moi je l'ai trouvé à l'époque sur une collection comme ça, avec 5 autres films de science-fiction. Je sais que c'est un film de la Fox, donc aujourd'hui, vous pouvez le retrouver sur la plateforme Disney Channel, sur la plateforme Disney+, pardon. Donc voilà, si vous êtes abonné, c'est très facile à trouver. Moi, je vais vous souhaiter bonsoir, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de vous... et puis de commenter, de vous dire si vous aimez ce film. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.